Juste 3 mots. Dans l'art occidental, Assez difficile. Hein. Je dirais génie inconnu. Silencieuse et oubliée. ah bon? Les femmes? Bon, il n'y a rien à dire sur les femmes. Pour l'histoire de l'art, d'ailleurs la problématique est bien là, pour l'histoire de l'art, c'est marginal. Quand on songe aux monographies, on regarde dans une bibliothèque d'histoire de l'art, on a David, Delacroix, Ingres, on a toute cette litanie finalement qui revient à chaque fois et très peu de monographies sur les femmes artistes. Ce qui nous a été raconté, ce qui a été écrit, ce qui a été l'histoire jusqu'à maintenant était biaisé, subjective et partiale. On n'arrête pas de faire des découvertes dont la plus importante, je dirais, effectivement, c'est d'abord le nombre. Absentes des livres d'art, absentes des musées, absentes de nos imaginaires, les femmes participent pourtant depuis toujours à la création artistique. Bravant les interdits et les préjugés de leur époque, certaines ont même connu la gloire. Mais l'histoire officielle ne les a pas retenues. L'heure est venue de redécouvrir ces grandes oubliées. À la Renaissance, les principaux foyers de création artistique sont les Flandres et l'Italie. Et c'est en Italie qu'un changement capital se produit. Les peintres, qui œuvraient jusqu'alors de façon anonyme au sein de corporations, souhaitent désormais être considérés comme de véritables artistes et signer leurs œuvres. Léonard de Vinci en tête affirme que l'art ne relève pas d'une simple technique, mais de la pensée et de l'inspiration divine. Or, dans le monde occidental chrétien, le divin se conjugue au masculin. Les femmes ne sont pas destinées à devenir des artistes. Dans cette société occidentale, on a une espèce de division, de répartition des rôles qui sont, grosso modo, aux femmes l'espace domestique, c'est-à-dire la reproduction, la gestion de la domus, de la maison, et aux hommes l'espace public. Tant qu'on dessine pour soi, qu'on fait des œuvres d'ornementation pour un intérieur, c'est quelque chose qui est accepté, qui est loué, c'est quelque chose qui est admis socialement. Le problème se pose à partir du moment où il y a prétention à exposer, par exemple, une œuvre d'une femme, et là, c'est beaucoup plus compliqué. Finalement, l'histoire de l'art des hommes et des femmes, c'est comme une course en sac, où on a des femmes qui doivent avancer en sautant dans un sac, et les hommes, ils ont le droit d'avoir les pieds qui dépassent. Et donc, du coup, évidemment, vont plus vite, plus loin, ce qui n'empêche pas qu'il y ait des femmes extrêmement douées, qui, toutes enfermées dans leur sac qu'elles sont, arrivent à faire des bonds prodigieux, à avancer, à inventer des choses, et vraiment à s'imposer. Mais ils ne jouent pas à armes égales, on n'est pas du tout sur le même pied d'égalité. C'est une lutte, c'est un rapport de force dans lequel intervient énormément de phénomènes. Hein. Et il a fallu vraiment des femmes géniales, très très douées, pour arriver à trouver une place dans un domaine où rien n'était prévu pour elles. Sophonisba voit le jour à Crémone,
dans le nord de l'Italie. Son père lui donne, dans la tradition humaniste de la Renaissance, une éducation artistique. Comme la majorité des femmes peintres, elle est une enfant prodige. Dès l'âge de 11 ans, elle subjugue son entourage et entreprend rapidement une carrière de dimension européenne. Lorsqu'on m'a dit « Sophocle », je suis vraiment tombé de mon cocotier. Alors que ça a été, après le Titien et Michelangelo, à son époque, au XVIe siècle, un des peintres les plus connus. Pourquoi? Parce que son père était un VRP absolument incroyable, et donc il a poussé sa fille qui elle-même avait un talent incroyable. Donc en effet, elle a été prise dans beaucoup de cours, elle a été finalement la professeure d'Isabelle de Valois à la cour d'Espagne. Enfin, donc c'est quelqu'un qui a été très connu. Aujourd'hui, il est tombé complètement dans l'oubli, mais quand on regarde cette espèce de portrait génial qu'elle fait d'elle-même, c'est un autoportrait où elle représente donc son maître, Bernardino Campi, qui est en train de la peindre. Alors ça, c'est un portrait qui est vraiment très important, parce qu'en fait, non seulement elle se revendique objet de la peinture, mais elle est elle-même sujet. Et en plus, l'autoportrait qu'elle fait faire sous le pinceau de Bernardino Campi, nous regarde. Donc en fait, c'est comme si nous étions Sophonisba Anguissola. Elle nous oblige à se mettre dans sa peau, à elle, qui est quelque chose de complètement neuf. Puisque là, on a une mise en abîme, en quelque sorte, de cet autoportrait, et qui est une trouvaille assez géniale. Ce génie n'échappe d'ailleurs pas à l'œil averti de Michel-Ange, qui l'encourage au début de sa carrière. Première artiste à briser un tabou, elle ose l'autoportrait d'une artiste femme en train de peindre la Vierge à la manière de Saint-Luc, le patron des artistes. C'est à partir de cette époque-là que vraisemblablement l'autoportrait féminin devient une espèce de marqueur, une marque de fabrique, en fait, de l'artiste femme. Ça permet aux femmes aussi de montrer à la fois leur identité sexuelle et leur identité sociale. Donc on peut penser l'autoportrait comme un manifeste politique, un manifeste identitaire important. Un manifeste subversif, une revendication identitaire qui remet en cause la place assignée à la femme dans la société du XVIe siècle. Il faut bien se rappeler d'une chose, c'est que la famille est une petite entité économique. On ne se marie pas par amour, on se marie pour survivre et pour s'associer. Donc il faut des talents, le conjoint doit avoir un talent, le mari doit être un bon travailleur régulier, ne doit pas être pochetron tout le temps dans les cabarets, et de même, l'épouse ne doit pas être une souillon qui laisse la maison aller n'importe comment. Donc une femme qui a des talents, mais comment elle va trouver un mari? Comment elle va subvenir à ses besoins toute seule? Une femme peintre pourrait se marier avec un peintre, mais un peintre, d'abord qu'un peintre, vraisemblablement, et ensuite un peintre qui ait les idées larges. Parce que une femme peintre qui est du tempérament, après il y a une histoire de concurrence avec le mari. Qui c'est qui s'occupe de l'espace public? C'est lui, normalement. Il y a une transgression sociale, éventuellement, effectivement, puisqu'on change de statut social en devenant un artiste, mais il y a surtout une transgression de sa nature. C'est-à-dire que le danger, c'est qu'on ne soit plus perçu comme une femme. On perd son identité sexuelle en prétendant à une vie artistique qui est celle de la création publique. Et alors là, il faut un mari qui soit super open mind. Et vous les trouvez pas, les maris open mind? Sophonisba a tout compris. Elle ne se marie que tardivement, à 40 ans, après avoir connu gloire et reconnaissance. Elle est devenue peintre officielle de la cour d'Espagne auprès d'Isabelle de Valois et de Philippe II, qui, par gratitude, lui trouve un mari et paie sa dot. Mais quand on regarde la plupart de ces autoportraits, c'est pas du tout quelqu'un qui veut montrer sa richesse, son ascension sociale, on n'en est pas du tout là. Sophonisba se représente dans un costume extrêmement sévère. Donc c'est quelqu'un qui veut montrer qu'elle est femme, oui, qu'elle est artiste, qu'elle est capable, mais qu'elle est aussi vertueuse. Parce que, comme ça, finalement, elle ne donne prise à aucune forme de critique. On ne peut pas la contester.
Incontestable et admirée, comme en témoigne ce portrait d'elle réalisé 1 an avant sa mort, à 92 ans, par le jeune peintre flamand Van Dyck. Elle est aussi l'une des seules femmes citées par le grand critique d'art Giorgio Vasari, qui écrit à propos de ses portraits « Il ne leur manque que la parole ». Sa renommée et sa richesse ouvrent la voie à d'autres femmes peintres et encouragent d'autres pères à cultiver les talents de leurs filles. Elisabeth Sirani, Barbara Longhi, Lavinia Fontana, mais c'est surtout Artemisia Gentileschi qui va légitimer par son génie la pratique artistique des femmes. Alors, Artemisia Gentileschi, c'est comme 80-90% des femmes artistes, elles sont filles de peintres et elles naissent dans un milieu de peintres. D'ailleurs, c'était un peu obligatoire parce que comment apprendre ? Donc, Sophonisba, son père, lui paye des leçons, donc des leçons individuelles. Très bien, ils ont les moyens, parfait, pas de souci. Là, elle apprend sur le tas avec son père et elle est effectivement extrêmement douée. Bien connu du milieu artistique de Rome, son père n'est autre que le peintre Orazio Gentileschi, un proche du Caravage. Très tôt conscient du talent exceptionnel de sa fille, il s'attache à parfaire sa formation. Mais le maître qu'il lui choisit, Agostino Tassi, chargé de lui donner des leçons de perspective, commet l'irréparable. Il viole et déflore Artemisia. Pour laver son honneur, le père intente un procès qui défraie la chronique. Humiliée publiquement, la jeune femme est soumise au supplice des Sibylli. Pour savoir si elle dit la vérité, on lui broie les doigts, une torture loin d'être anodine. Mais Artemisia ne se laisse pas abattre par tant d'épreuves et épuise au contraire sa force. Et c'est ça qui est absolument passionnant dans le travail d'Artemisia, c'est qu'elle a réussi à surmonter la violence sexuelle pour en faire un manifeste de pouvoir créateur des femmes. Dans ce tableau qui s'intitule Judith et Holoferne, le sujet, c'est Judith. Judith, c'est une héroïne biblique typique du XVIIe siècle. C'est-à-dire, elle choisit de faire une faute, tuer, pour libérer son peuple. Artemisia s'identifie à Judith, celle qui répare, celle qui va faire la faute, c'est-à-dire, on pourrait presque dire, peindre, c'est une faute, mais en faisant cette faute, elle va libérer sa puissance créatrice. Et ce qui est passionnant, c'est cette espèce de cercle, ce mouvement des bras qui sont éclairés. Donc, on voit 3 paires de bras. Et on se dit, tiens, c'est curieux, les bras ressemblent à des jambes. Et c'est une tête qui sort d'un vagin de femme. Donc ce tableau, c'est une naissance, parce que même s'il y a du sang sur le drap blanc, il y a toujours du sang dans une naissance. Donc finalement, ce n'est pas un meurtre, mais c'est une mise au monde symbolique, donc d'Artemisia comme artiste. Un mois après le procès qui condamne son agresseur, le père d'Artemisia lui trouve un mari. Un peintre sans envergure, qui ne lui porte pas ombrage. Ensemble, ils quittent Rome pour Naples, où elle ouvre et dirige elle-même son atelier. Elle a de nombreuses commandes et s'adonne à son métier de peintre. Comme Sophonisba et comme toutes les autres, elle sait parfaitement maîtriser la peinture, il n'y a pas de souci. Mais elle va rajouter quelque chose avec cette recherche d'innovation
qui ne serait que l'apanage des artistes masculins. Alors, c'est par exemple son autoportrait sous la forme d'une allégorie qui est aujourd'hui à Windsor. Là, on a un portrait qui est absolument extraordinaire, dans une espèce de diagonale improbable, avec la toile vierge. C'est vraiment la création en marche. Elle ne nous regarde pas. Elle est complètement concentrée sur son art. On voit bien la fougue, les cheveux. Enfin, il y a ce côté extrêmement vivant. Elle n'a plus besoin de nous prendre à témoin comme Sophonisba pour dire « Regardez, vous savez, je peins et je sais peindre, et j'ai du métier. Et en plus, je suis cultivée. » Non, non, non. Elle nous ignore. Elle montre ses capacités et elle s'incarne comme l'allégorie de la peinture tout entière. Artemisia devient peintre de cour à succès sous le mécénat des Médicis et de Charles Ier d'Angleterre. Elle connaît la gloire et compte parmi les plus grands artistes baroques de sa génération. Pourtant, elle subira le même sort que la majorité des femmes artistes. Après son décès, en 1652, elle sombrera dans l'oubli et ne sera redécouverte qu'au XXe siècle. Donc il y a à la fois des contraintes en amont, de contexte, mais aussi après l'entretien d'une forme d'oubli en aval, parce que qui va garder la mémoire? Qui va être le chroniqueur de cette mémoire, de la création féminine? En règle générale, ce sont des hommes. Et en fait, Artemisia Gentileschi n'est pas reprise précisément comme étant une des grandes figures de l'histoire de l'art, parce que c'est une femme. Au XVIIIe siècle, sous l'impulsion du roi Louis XIV, la France supplante l'Italie par son rayonnement culturel. C'est un siècle d'émancipation pour les femmes des milieux aisés. Émancipation qui voit son apogée à la période des Lumières, avec l'émergence des salons littéraires et philosophiques, très en vogue sous l'Ancien Régime, et lieu d'échanges privilégiés entre les hommes et les femmes. Donc là, les Diderot, les Rousseau, les Voltaire, c'est tous des aficionados de salon. Ils y vont, ils échangent les idées, c'est là qu'ils rencontrent les gens. Et on a donc ces maîtresses femmes qui tiennent salon, qui sont d'une culture extrêmement étendue. Et ce sont des foyers de création absolument incontournables. Ce sont les think tanks de l'époque, mais ils sont féminins. Pour concurrencer les académies déjà présentes en Europe, la monarchie française décide de créer en 1648 l'Académie royale de peinture et de sculpture. Les peintres académiciens bénéficient de nombreux privilèges et notamment du droit d'exposer au Salon du Louvre. En 1663, Louis XIV, grand amoureux des arts, en ouvre les portes à tous les artistes de talent sans distinction de sexe. Devant l'affluence des candidatures féminines, cette avancée majeure sera tempérée par l'institution d'un quota de 4. À l'Académie royale de peinture et de sculpture, vous avez eu un afflux de femmes. Et alors, les académiciens ont eu peur devant toute cette concurrence féminine, et donc ils ont mis un quota. Et ce quota, il est resté jusqu'à l'arrivée de Rosalba Carriera en France. Rosalba Carriera arrive de Venise avec une méthode de Kessel-Dupastel beaucoup plus facile à manipuler, qui fait que la peau respire et va au-delà d'une ligne très définie, et du coup tente de représenter la carnation avec beaucoup plus de justesse que la peinture à l'huile. C'est-à-dire qu'on est là dans le vivant. Du coup, elle devient très rapidement la coqueluche
du tout Paris et surtout de toute l'aristocratie locale, et elle va faire des pastels à tour de bras, avec une espèce de fraîcheur, une spontanéité. Elle n'a pas de dessin préalable, hein, elle jette directement le pastel sur la feuille, et en même temps, elle fait des modèles ressemblants. Donc là, elle lance la mode du pastel qui va marquer le 18e. Cette trouvaille, digne d'un Photoshop de l'époque, fait fureur. En l'espace de 18 mois, celle qu'on surnomme la Rosalba va réaliser plus de 30 portraits, dont celui du futur roi Louis XV, à 15 ans. Sa notoriété est telle que les académiciens se sont obligés d'accueillir cette étrangère en 1720. Depuis la mise en place des quotas, elle est la 5e à y être admise. Curieusement, alors, sans doute parce qu'elle reste peu de temps, aussi parce qu'elle est décrite comme n'étant point jolie, c'est quelqu'un qui fait consensus. Elle fait pas peur. Donc une star en quelque sorte éphémère, oui, une femme artiste qui va faire partie du paysage de manière durable, probablement beaucoup moins. Après cette reconnaissance éclatante, l'étoile filante des salons parisiens repart dans sa Venise natale. Elle s'y éteint seule et aveugle. Mais elle marquera les portraitistes des générations suivantes. Angelica Kauffmann est une peintresse, et là j'utilise vraiment ce mot à dessein, c'est le cas de le dire, parce que c'est cette féminisation aussi du vocabulaire qui va avec une entrée remarquée et pérenne finalement de la place des femmes dans l'univers artistique du XVIIIe siècle. Née en Suisse, dans un milieu germanophone, Angelica est elle aussi fille de peintre. Particulièrement douée, elle connaît une ascension sociale fulgurante et devient l'une des plus grandes protagonistes du néoclassicisme. En investissant ce style, elle réussit la prouesse d'échapper aux genres artistiques dans lesquels les femmes restent cantonnées. À l'Académie, il y a une hiérarchie des genres qui correspond à une hiérarchie sociale et qui est répercutée aussi dans le cadre d'une hiérarchie sexuelle. C'est-à-dire que les femmes vont faire les peintures, les natures mortes, les peintures de fleurs, les accessoires à l'intérieur d'un tableau, par exemple d'un grand tableau d'histoire, les figures accessoires, et les hommes, mais pas que, mais les hommes aussi, vont œuvrer plutôt dans le genre historique. La peinture d'histoire, oui, implique plusieurs obligations. D'abord, le fait de savoir faire de la peinture anatomique. Il faut savoir dessiner du nu, et les femmes sont interdites de nu. Bon, étudier le nu, c'est étudier la morphologie, hein, c'est la position. C'est indispensable pour comprendre comment est fait un corps. On peut dire que l'histoire de l'art, c'est l'histoire du nu. Évidemment, le nu, on représente pas le nu pour le nu, on le représente dans une histoire. Mais donc il faut connaître ces histoires. Il faut connaître toute la mythologie qui va avec. Et donc toute cette connaissance-là, qui est diffusée dans les écoles d'art, évidemment, ces artistes femmes n'ayant pas accès à une formation parviennent difficilement. On imagine la qualité d'attention, la curiosité exacerbée, l'éveil des sens, tous azimuts, pour glaner tout ce qu'il est possible de glaner comme connaissance pour réussir à être à la hauteur. Donc on est vraiment encore dans des prohibitions qui sont pas minces pour les femmes. Mais Angelica ne s'embarrasse pas de cette interdiction. Habilement, elle choisit des scènes consensuelles pour s'attaquer à la peinture d'histoire et démontrer l'étendue de ses connaissances. Elle devient une référence européenne, et dans toutes les cours, on parle d'Angelica Mania. En 1768, cette égérie des milieux mondains devient membre fondateur de la Royal Academy of Arts de Londres. Avec Mary Moser,
Angelica Kauffmann sera la seule femme à y être admise jusqu'au XXe siècle. C'est vraiment une femme du monde, quoi. Elle a su vraiment, comme on l'avait vu avec Sophonisba Anguissola, qui a su coller aux personnalités des cours les plus importantes et rencontrer un réseau comme Goethe en Allemagne, Voltaire, etc. Non, elle rencontre tout le monde. C'est-à-dire qu'effectivement, pour maintenir cette vie artistique et professionnelle sur le long terme, il est nécessaire d'avoir un réseau social, enfin un monde, une sociabilité tout simplement, professionnelle, statutaire, de classe aussi, qui relaie et qui entretient en quelque sorte les commandes, la présence, etc. Et elle avait tout à fait compris, comme Élisabeth Vigée-Lebrun, que ça passait par là. Élisabeth Vigée-Lebrun est elle aussi une fine stratège. Tout comme celle que la critique qualifie de digne rivale, Adélaïde Labille-Guillard. Ces femmes artistes ne s'en sont sorties que parce qu'elles avaient les tripes vraiment bien accrochées. Non, il faut vraiment un tempérament de femmes trempées dans l'acier, quoi. Il faut qu'elles aient vraiment la niaque, qu'elles en veuillent et que l'on leur mâche pas sur les pieds. Et ce sont des femmes qui ont un tempérament de battante. Battante et gagnante, Élisabeth et Adélaïde sont admises toutes les deux le même jour à l'Académie en 1783. Deux Parisiennes aux trajectoires opposées, dont l'émulation tourne vite à la rivalité. Deux parcours hors du commun, symbole d'un âge d'or des femmes dans le milieu artistique. Adélaïde est fille de commerçants, mais passe son enfance chez ses voisins, les Vincent, une famille de peintres. Le père sera son premier professeur et le fils son second mari. Élisabeth, elle, est fille d'un peintre qui repère très tôt les dons de sa fille. Il décède quand elle a 12 ans, mais la mère prend en main la destinée de l'enfant. Et sa mère va la mettre au travail, si je puis dire. Et dès l'âge de 15 ans, elle devient célèbre. Vous avez toutes les grandes dames qui viennent chez elle pour se faire portraiture parce que c'est une excellente artiste. Elle va apprendre à peindre en copiant les maîtres. En copiant Rubens, en copiant Van Dyck, etc. C'est comme ça qu'elle apprend. Et puis elle va être mariée à un marchand de tableaux, donc c'est très bien, parce que comme ça elle aura accès aux tableaux et elle va pouvoir les étudier. Mais ça suffit pas. Elle rencontre la reine, Marie-Antoinette. Et la reine va lui demander son portrait. C'est un grand événement parce que c'est la première fois qu'en France, le pouvoir monarchique féminin met en valeur une femme artiste. Marie-Antoinette impose la nomination d'Élisabeth à l'Académie royale. Et ceci contre l'avis du ministre des Arts, qui prétexte que son époux, grand marchand de tableaux parisien, enfreint le règlement en faisant commerce de l'art de sa femme. Pour Adélaïde également, les obstacles sont nombreux. Comme beaucoup d'artistes femmes, elle est accusée de ne pas être l'auteur de ces tableaux, qui auraient été peints par son amant, le peintre François-André Vincent. Donc elle va dire, moi je vais prouver que c'est moi qui peins, je vais prouver par mon travail que je suis capable de le faire. Et donc elle va faire tous les portraits des académiciens. Comme ça ils seront bien obligés de voir que c'est elle qui l'a fait et c'est personne d'autre. Donc elle va miser sur le mérite par le travail. Et c'est une femme qui va aussi opter pour l'égalité. Et d'ailleurs son autoportrait, femme en train de peindre avec deux élèves la regardant, c'est un tableau révolutionnaire. Parce que c'est la première fois
qu'une femme revendique un statut de professeur. Et vous avez une construction du tableau qui est très intéressante. D'abord, le châssis retourné, à gauche, on ne voit pas ce qu'elle fait. Mais on voit la peintre qui nous regarde. Donc on peut s'imaginer que ce qu'elle peint, c'est nous. Et vous avez derrière elle Mademoiselle Capet, donc qui est une de ses élèves, qui regarde ce qu'elle a fait, et l'autre qui regarde vers nous. Donc vous avez tout un jeu sur les regards qui fait que le spectateur est impliqué. C'est aussi un portrait de ces deux jeunes femmes qui sont des artistes à venir d'une nouvelle génération. C'est aussi effectivement la réflexion sur ce que c'est que d'instruire des jeunes femmes. Et elle choisit d'ouvrir école pour les intégrer dans une filiation, dans quelque chose qui se transmet de génération en génération. Ce désir de transmission ne peut se concrétiser, car très vite, la Révolution française éclate. La royaliste Élisabeth part en exil dans les cours européennes, tandis qu'Adélaïde se range du côté des révolutionnaires. La Révolution française sonne paradoxalement le glas de l'émancipation des femmes. Elles, qui ont largement pris part au soulèvement populaire, sont écartées de l'accès à la citoyenneté. Il y a une prise de conscience, donc il y a un vrai tournant à la Révolution. Ça a changé, ça va changer, il y a des propositions. Et puis, rien ne vient. Contrairement à ce qu'on a toujours pensé, la Révolution française n'est pas que l'aboutissement d'une forme de progression des droits individuels et l'émancipation des citoyens, quels qu'ils soient. Et auquel cas, ça associerait les femmes à une plus grande reconnaissance publique, politique, sociale possible avec la Révolution. Il s'est un peu passé le contraire. Élisabeth Vigée-Lebrun aura cette phrase « Les femmes régnaient en souveraines et la Révolution les a détrônées ». Cette devise « Liberté, égalité, fraternité » ne va exister qu'en apparence. Et on voit bien ici que s'opère finalement une éviction et une marginalisation des femmes. Premières à s'engager pour renverser l'ancien régime, les femmes sont exclues des acquis de la Révolution. Les clubs politiques féminins fermés, les révolutionnaires féministes guillotinés, le droit de vote refusé. Si les hommes acquièrent de nouveaux droits, les femmes, elles, n'obtiennent pas le statut de citoyenne. Et c'est bien la raison invoquée pour leur refuser l'accès à l'étude des beaux-arts. L'Académie royale mute après la Révolution, devient l'Institut avec l'École des Beaux-Arts. Et dans les statuts, effectivement, il n'est pas du tout prévu que les femmes soient formées. Donc, en effet, on retourne à cette espèce de compétition sauvage qui avait lieu avant le XVIIIe. En tout cas, pour la carrière potentielle de ces femmes artistes, c'est une régression. C'est un coup de frein magistral. Avant de fuir la France, Élisabeth Vigée-Lebrun a aussi formé de jeunes femmes artistes. La plus célèbre est Marie-Guillemine Benoît. Cette élève assidue entre ensuite dans l'atelier de David avant de réaliser des œuvres aussi virtuoses techniquement qu'engagées politiquement. Elle est notamment l'auteure d'un tableau sur lequel on a très peu d'informations, mais qui a été lu à juste titre, me semble-t-il, comme
un autoportrait détourné, comme il y en a souvent dans l'œuvre des artistes, qui est ce portrait de jeune femme noire du musée du Louvre, très célèbre, de 1800. C'est un tableau magnifique qui est face à un défi majeur, qui est celui de représenter la peau noire, à laquelle n'étaient pas exercés les peintres de l'époque. On remarque la qualité de la carnation, avec toutes les nuances de rouge, de sombre, de clair, contrairement à une idée qui était répandue chez les artistes qu'il n'était pas possible de représenter en quelque sorte les gradations de carnation sur la peau noire. Donc elle se met face à une difficulté supplémentaire qui, me semble-t-il, est très réussi. Il y a aussi un jeu de couleurs pour la question vestimentaire qui rappelle donc le drapeau tricolore, puisqu'on a un petit ruban rouge ici et un châle bleu sur le fauteuil. Donc c'est tout à fait intéressant de regarder comment ce portrait de femme noire par Benoît fait écho aussi aux revendications de l'âme de gauche qui voyait dans un parallèle évident la question de l'absence de citoyenneté reconnue aux Noirs et aux femmes, donc à des pans de population qui font pourtant partie de la République française une et indivisible. Réalisé après l'abolition de l'esclavage en France, le portrait d'une négresse est très mal reçu par la critique. Cela n'empêche pas Marie-Guillemine de devenir, grâce à son mentor David, peintre officiel sous l'Empire. Une reconnaissance paradoxale sous un régime rétrograde. Après avoir restauré l'esclavage, Napoléon impose le Code civil de 1804 qui stipule l'incapacité juridique des femmes. Un statut qui va lourdement peser sur leur carrière artistique. Le code civil où la femme mariée, c'est une incapable. Donc c'est le pouvoir viril, le pouvoir du père, du frère, du mari. Elles n'ont aucune indépendance, socialement, politiquement. Elles sont complètement sous tutelle. Le 19e siècle, avec la révolution industrielle, voit le triomphe de la bourgeoisie et de ses codes sociaux moralisateurs. Aux hommes, la création, aux femmes, la procréation. Ces dernières doivent lutter pour défendre leur statut d'artiste, quitte à faire scandale. Le 19e, c'est une période un peu paradoxale. Paradoxal parce qu'effectivement, ça ressemble un peu à une chape de plomb. Mais d'un autre côté, on a l'impression qu'il y a beaucoup de femmes qui comprennent que si elles veulent vivre leur peinture, il faut pas qu'elles se marient, il faut qu'elles s'assument toutes seules. Et par voie de conséquence, il y a des personnalités plus radicales encore. Rosa Bonheur, c'est une figure transgressive qui va briser les tabous et subvertir les codes de la féminité. C'est quelqu'un qui va affirmer publiquement son homosexualité en entretenant deux longues histoires d'amour avec deux artistes peintres, Nathalie Mikas d'abord, puis Anna Klumke qui rédigera sa biographie à la fin de sa vie. Et puis c'est une artiste qui va finalement adopter des comportements dits masculins en fumant, en portant le pantalon. Elle réussira à obtenir en fait un permis de travestissement parce qu'à l'époque le pantalon est interdit pour les femmes et elle va prétexter le fait que pour son métier de peintre, elle doit se rendre dans les foires aux bestiaux, dans les abattoirs et donc que ce vêtement lui est plus pratique. Rosa Bonheur, c'est une peintre animalière. Et c'est sa propre animalité qu'elle met en scène dans les tableaux, parce que elle a besoin de s'appuyer sur sa force. Elle a une force extraordinaire. Elle peint des tableaux de 5 mètres de long.
Vous vous rendez compte, le marché aux chevaux, il fait 5 mètres. Donc c'est des tableaux gigantesques parce qu'elle s'impose, elle prend sa place dans le monde de l'art. En s'emparant du genre animalier sous un angle monumental et particulièrement incarné, Rosa Bonheur innove et scandalise. Ses tableaux atteignent une cote vertigineuse et son aura dépasse les frontières de l'Hexagone. Adulée en Angleterre comme aux USA, elle reçoit même Buffalo Bill, qui insiste pour la rencontrer lors de sa tournée internationale. Et puis, c'est une artiste qui va être récompensée de la Légion d'honneur en 1865. Et cet événement va susciter des critiques à l'égard de Rosa Bonheur qui ne comprennent pas déjà qu'une femme artiste soit récompensée et en plus que l'impératrice elle-même se déplace. Certains critiques vont y voir le signe d'une soumission du gouvernement. C'est la première fois qu'une femme a la Légion d'honneur pour fait artistique. Comme quoi, pour les artistes, c'est l'audace qui paye. C'est comme ça qu'on marque son temps. C'est quand on ouvre des perspectives. Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, un nouveau courant ébranle le monde de l'art et provoque un autre scandale. Un groupe de peintres rompt avec les règles académiques de la représentation et révolutionne la pratique picturale. On les surnomme avec dédain les impressionnistes. Berthe Morisot, jeune peintre de bonne famille, les rejoint immédiatement, essuyant au passage de virulentes injures misogynes. Par exemple, quand elle vend ses premières toiles, elle se fait traiter de prostituée, donc ça fait un scandale parce qu'une femme ne devrait pas peindre. Mais il y a Pissarro qui est là et qui donne un grand coup de poing à la personne. Enfin, c'est un phénomène qui devient médiatique, le scandale. Parce qu'à un moment donné, une femme qui a du talent devient potentiellement dangereuse, d'abord pour des considérations de concurrence. Elle est tout à fait comparable à Monet, à Renoir, au cercle qui l'entourait des impressionnistes qui ont fait des choix de clans stylistiques, d'amitié, de manière de voir le monde, qui s'excluaient eux-mêmes du système académique. Berthe choisit de vivre l'aventure des impressionnistes et fait preuve d'une grande persévérance. Pour ne pas abandonner ses pinceaux comme l'a fait à son mariage sa sœur Edma, avec qui elle a appris le dessin et la peinture, elle refuse tous les prétendants et travaille d'arrache-pied pour se faire accepter dans un groupe d'hommes. Comme ses compagnons impressionnistes, Berthe quitte l'atelier, chevalet sur le dos et tube d'étain dans la poche, pour se consacrer à la peinture en plein air. Elle, son grand apport, c'est la dissolution de l'image. Par petites touches, elle dissout l'image. Elle travaille sur la lumière. Elle travaille sur l'imperceptible, sur l'infiniment petit, sur le rien. C'est presque rien, mais c'est un presque rien qui est génial. Il y a de nombreux critiques d'art qui vont montrer que son œuvre est avant tout une peinture dite féminine. Il y a tout un vocabulaire qu'on pourrait recenser pour parler des œuvres de femmes avec des qualificatifs qu'on retrouve de manière récurrente, naïf, gracieux, délicat, joli, qui évidemment ne valorise pas la production des femmes. On va parler peut-être plus d'ouvrages que d'œuvres, d'exécution plutôt que d'inventivité ou de création.
le berceau qui est universellement connu. Ce tableau est exalté comme un hommage à la maternité. En réalité, c'est un tableau sur le regard. Parce que ce qui est frappant, c'est que le bébé qui est dans le berceau, il est voilé, qui ferme les yeux. Et vous avez sa mère, c'est-à-dire c'est la sœur de Berthe. On ne sait pas si elle regarde son enfant ou si elle est plongée dans une rêverie. Est-ce que c'est vraiment une maternité ou est-ce que c'est justement l'impossibilité ou la difficulté à traverser les voiles? C'est-à-dire que Berthe Morisot, on ne peut pas dire que ça soit l'élan naturel vers la maternité. Elle, ce qui l'intéresse, c'est de peindre. Mais elle va être obligée de se marier à la mort de son père, se trouver quasiment dans l'obligation de faire un enfant pour être considérée comme une femme normale. Et va souffrir de ce poids de la famille, de ce poids de la bourgeoisie. En fait, à part la reconnaissance de Mallarmé, de Manet, de ses amis, de Degas, etc., elle aura très peu de reconnaissance. Et aujourd'hui, bon, ça y est, on admet, plus de 150 ans après, que c'était une grande artiste. Mais vous voyez la solitude dans laquelle elle a été plongée. Comme pour toutes les femmes peintres, l'histoire de l'art s'est montrée ingrate avec Berthe Morisot. Son nom est moins souvent évoqué comme peintre que comme modèle d'Édouard Manet, avec qui elle a pourtant entretenu une passionnante relation d'influence mutuelle. Malgré sa riche production, l'État n'a acheté qu'un seul tableau de son vivant et son certificat de décès mentionne « sans profession ». Le XXe siècle s'ouvre sur les luttes d'émancipation des femmes. Elles descendent dans la rue pour réclamer le droit de voter, d'aller à l'école et bien sûr de créer. L'Union des femmes peintres et sculpteurs, fondée en 1881, milite pour leur admission à l'école des beaux-arts et publie une motion demandant l'ouverture d'une classe réservée aux femmes. Cette motion est soumise à l'École des Beaux-Arts de Paris, qui va rejeter la proposition en arguant du fait que les locaux sont trop vétustes. Évidemment, se cachent derrière cette raison officielle des raisons qui touche un peu plus au problème de convenance, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait des femmes dans ce milieu extrêmement masculin. Elles vont perturber les esprits masculins, et également un problème de déclassement de l'institution, c'est-à-dire que quand les femmes font leur entrée, forcément l'école des beaux-arts va être jugée comme moins prestigieuse. Ça sera vu comme un signe de faiblesse de la part de l'institution d'avoir accepté ce type de proposition. L'École des Beaux-Arts s'ouvre enfin aux femmes artistes en 1900. En 1903, elles sont autorisées à participer au Prix de Rome, un concours crucial pour la reconnaissance de leur talent. Eh bien, je dirais très paradoxalement que l'ouverture de l'École des Beaux-Arts n'a eu aucune incidence sur la carrière des femmes artistes, parce que comme par hasard, l'école s'est ouverte au moment où elle était devenue complètement académique, elle ne formait plus d'artistes intéressants, et que les vrais artistes, que la vraie création va se faire ailleurs. Et une autre histoire commence. Car au XXe siècle, les femmes artistes vont largement prendre part à tous les mouvements d'avant-garde. Suzanne Valadon, Natalia Goncharova, Tamara de Lempicka, Sonia Delaunay, Sophie Teuber-Harp, Gabriele Münter, Anna Hösch, Georgia O'Keeffe, Frida Kahlo. La liste est désormais longue et les démarches artistiques multiples.
Il aura fallu 4 siècles pour que les femmes gagnent leur place dans le monde de l'art. Mais la route est encore longue pour rendre visible l'invisible, pour redécouvrir d'autres grandes artistes oubliées et pour les intégrer dans les livres d'art et les musées. Si on s'interroge sur la place des femmes artistes aujourd'hui, à la lueur évidemment de l'histoire de l'art, c'est incomparable. C'est incomparable et pour le mieux. Enfin, les artistes sont même extrêmement présentes dans l'expression artistique aujourd'hui. Ça, je pense qu'il suffit de faire le tour des galeries pour s'en apercevoir. En revanche, je trouve que l'histoire même du XXe siècle, que nous livrent encore les musées, est tout à fait lacunaire, excluante et peu représentative d'une réalité beaucoup plus diverse de la création. Et il faut créer des possibilités de champs nouveaux qui viennent augmenter la connaissance de l'histoire. Et pour moi, vraiment, c'est aussi un laboratoire, l'histoire des femmes. Si on veut vraiment étudier l'histoire de l'art des femmes, il va falloir aussi réfléchir à des méthodes différentes d'investigation. On fait des recherches sur les artistes, on réattribue des tableaux qui étaient attribués à des hommes, on les attribue à des femmes. Et même si ça a été refusé, enfoui, refoulé du patrimoine commun, il y aura toujours des archéologues de notre histoire. En réalité, tout est encore à faire. On rêve un peu, mais on peut imaginer ce que ça aurait pu être s'il n'y avait pas toujours eu cette espèce de machine à oublier la place des femmes. Ça aurait été un tout autre paysage, parce que là, on pourrait dire que les femmes fortes qui dépassent. Solution.